Immédiatement avec l'actualité la plus immédiate de cette journée, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, est notre invitée. Nicole Belloubet, c'est elle qui gère en première ligne ce conflit des prisons dont on ne voit pas à l'heure qu'il est comment il pourrait déboucher sur un règlement. Les syndicats étaient tout à l'heure appelés à la chancellerie pour négocier sur le nombre de postes qui pourraient être créés, négocier sur les indemnités de ces gardiens de prison. Eh bien, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Bonsoir Nicole Belloubet. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous au 9e jour de ce conflit des prisons. Et alors qu'on dit qu'il pourrait y avoir la fin du transfèrement des prisonniers demain, certains doivent bien sûr gagner les tribunaux pour des jugements. On en parlera tout à l'heure aussi avec Fabien Amias. Mais d'abord, ce qui s'est passé il y a maintenant 3 heures. Pas plus. C'était donc à la chancellerie. Les 3 principaux syndicats que vous receviez sont partis. Pas de progrès dans les négociations. On écoute ces 3 principaux représentants des gardiens de prison. Je pense que Madame la Ministre, je l'avais dit, était mal entourée, mal conseillée, et ça se confirme. Elle n'a pas pris la mesure des choses. Nous, on le disait déjà hier, on va le redire aujourd'hui. Pour nous, maintenant, il va falloir qu'un médiateur du gouvernement prenne la place justement dans les négociations, puisqu'elle est incapable de gérer ce conflit, clairement, pour nous aujourd'hui. Toutes ces questions et ces points pour lesquels nous attendons des réponses de la garde des Sceaux. Alors, elles viendront d'une manière ou d'une autre, mais tant qu'elles ne seront pas annoncé à notre niveau ou à l'ensemble des 3 organisations syndicales, dans tous les cas, on ne stoppera pas l'action en ce qui concerne l'UFAP UNSA Justice. Alors parlons d'abord de ces propositions qui coincent. Est-ce que la situation est bloquée ce soir et le dialogue rompu ? Pas de mon côté. La porte est toujours ouverte sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, j'ai été conduite à faire des propositions dans 3 domaines qui concernent d'une part la sécurité dans les établissements pénitentiaires, ce qui est le cœur finalement de la demande des surveillants qui font un métier difficile, qu'il faut évidemment prendre en compte et dont il faut reconnaître la singularité. Donc des propositions sur la sécurité, des propositions également sur l'attractivité du métier, parce que c'est un point tout à fait essentiel. Là on parle des indemnités, enfin des salaires. L'attractivité, c'est aussi, me semble-t-il, des créations d'emplois qui vont permettre de recruter davantage de personnes, mais également, vous avez raison de le dire, quelques indemnités pour notamment fidéliser les personnels sur des postes où nous avons besoin d'agents. Et puis un 3e point lié stricto sensu aux questions indemnitaires. Alors, on va parler de ces points précisément. Mais d'abord, comment dire, est-ce que vous créditez ces représentants syndicaux de bonne foi? Est-ce qu'ils sont de bonne foi? Est-ce qu'il y a un dialogue franc, courtois? Ou est-ce que, d'après vous, on est dans la surenchère? En face à face, le dialogue est courtois. Je m'aperçois que quand on n'est pas en face à face, peut-être l'est-il un petit peu moins. Mais enfin, peu importe. Vous le regrettez ? C'est pas l'objet. Je ne m'attarde pas à cela. La question des créations de postes, oui, elle est centrale. Oui. Vous proposez 1100 créations de postes supplémentaires immédiatement, par rapport à ce qui était déjà prévu. Voilà, et 2500, si je crois, sur plusieurs années. Voilà, donc si vous voulez, on fait un effort tout à fait essentiel. Pour 28 000 postes de surveillants à peu près aujourd'hui, c'est ça? À peu près 26 000, on va dire. Donc c'est un effort tout à fait considérable qui a été fait à partir du budget de la justice, qui est déjà un budget que l'État a valorisé considérablement. Qui est en augmentation, absolument, 3,9%, je crois. Priorité du gouvernement. Et donc, si vous voulez, ces créations d'emplois montrent bien réellement l'importance que nous attachons à la prise en compte des problèmes des personnels. Alors, pour ces syndicats, ça ne suffit pas. Ils réclament 5 000 créations de postes. Est-ce que vous pouvez aller plus loin que les 1100 postes créés immédiatement? Encore une fois, 1100 emplois supplémentaires, c'est un effort tout à fait considérable. Et je dirais qu'au-delà de la création de ces postes, il faut réussir à recruter des surveillants. Or, la difficulté à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui, c'est celle de l'attractivité de cette profession, d'où les efforts que je proposais sur plusieurs chapitres que je ne reprends pas nécessairement, mais encore une fois, une fidélisation dans un certain nombre de postes et une fidélisation qui était accompagnée d'une prime à hauteur de presque 8 000 € en 5 ans, ce qui n'est quand même pas négligeable, et puis d'autres éléments également destinés à rendre cette profession plus attractive en termes de perspectives de carrière. Mais on comprend que sur cette question des primes et sur cette question des postes, le gouvernement n'est pas décidé à aller plus loin.
Sur les emplois, nous sommes vraiment allés, me semble-t-il, au maximum de ce que nous pouvions faire. Sur la question du support indemnitaire que j'ai proposé encore une fois 3 types d'indemnités sur l'attractivité des postes, sur la fidélisation, sur également une indemnité qui s'attache à des établissements qui sont particulièrement difficiles. Et donc, pour les personnes qui travailleraient dans ces établissements, nous avons proposé effectivement une indemnisation supplémentaire, une indemnité supplémentaire. Je suis prête à en négocier les formes et les modalités. D'accord. Sur les créations de postes, comme on dit dans un célèbre jeu télévisé, c'est votre dernier mot. Sur les créations de postes, je crois que nous avons fait un effort important. Bien. Il y a, semble-t-il, un autre point qui bloque, c'est que les syndicats réclament la nomination d'un médiateur. Est-ce que c'est envisageable? Ah non, je le découvre en venant chez vous. Nous sommes absolument tout à fait décidés je suis tout à fait décidée à gérer ce dossier, je le connais bien, et donc je ne suis pas absolument certaine qu'un médiateur soit indispensable à ce stade. Alors on va voir si le Premier ministre pourrait venir en renfort. En tout cas, il s'exprimait tout à l'heure à l'Assemblée nationale, interrogé sur le sujet. On l'écoute. Nous sommes prêts à examiner, dans le cadre d'une enveloppe raisonnable, des mesures indemnitaires spécifiques et ciblées en faveur de ces personnels. Voilà, ça, c'est un peu la déclaration que vous faisiez il y a un instant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai négocié avec un mandat du Premier ministre et sur la base, évidemment, des informations que nous avons échangées. Donc là-dessus, je pense que le gouvernement est très clair. D'accord. Le Premier ministre envisage-t-il ce soir de recevoir à son tour les syndicats pour recréer un dialogue qui est pour l'instant dans l'impasse ? Je vous le dis, ma porte est ouverte et bien entendu, l'ensemble du gouvernement est tout à fait prêt à discuter. L'ensemble du gouvernement, donc celle du Premier ministre, est ouverte aussi? J'imagine. Bien. Fabien Amias nous rejoint. Bonsoir Fabien. Bonsoir David. C'est à vous. Bonsoir Madame la Ministre. Est-ce que le cœur, en tout cas l'une des raisons principales du conflit que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas la radicalisation en prison? L'agresseur à Vendin-le-Vieil qui a ouvert donc, cette phase de tension est d'ailleurs un détenu islamiste. Est-ce que le nœud du problème, il est là aujourd'hui? Je crois que c'est une des questions qui est posée. Pas la seule, mais c'est une des questions qui est posée. Je crois très honnêtement que la question des surveillants pénitentiaires est une problématique globale, c'est-à-dire qui ne peut pas être résolue seulement par des mesures sectorielles. Il faut également repenser complètement ce qu'est la prison et repenser ce qu'est la peine. Cela fait l'objet du plan prison que le président de la République doit présenter et également d'un des chantiers de la justice que j'ai ouvert autour de la peine. Mais il y a la question des moyens, effectivement, que vous avez évoqué avec David, mais ce phénomène de radicalisation, il est bien particulier. Absolument, non. Je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas un des points centraux. Je dis que ce n'est pas le seul. C'est évidemment un point tout à fait essentiel et c'est une question que nous avons prise vraiment à bras-le-corps en mettant en place un dispositif de traitement de ces détenus radicalisés. Nous avons aujourd'hui à peu près 500 détenus condamnés pour terrorisme islamiste et je dirais 1200 détenus qui sont en voie de radicalisation ou radicalisés. On a pris la mesure vraiment de cette augmentation soudaine. Oui, non, mais vraiment, ce phénomène, il est analysé et il est traité. Et alors, parmi ces détenus, vous dites 500 et 1200, enfin, en gros, il y a à peu près un peu moins de 2000 détenus pour faits de radicalisation. C'est pas, si vous voulez, un terroriste islamiste n'est pas du tout la même chose qu'un détenu de droit commun qui va avoir des... Mais alors, parmi les terroristes islamistes, vous dites 500. Combien sont aujourd'hui détenus sous un dispositif particulier? Je parle notamment des QER, quartiers d'évaluation de la radicalisation. Les choix que nous avons faits sont assez simples. Il y a d'abord un temps d'évaluation de la dangerosité du détenu. Nous parlons de ces 500-là. Un temps d'évaluation. Ce temps-là dure 4 mois. C'est une évaluation qui est pluridisciplinaire. Au terme de ces 4 mois, on estime que la dangerosité du détenu a été
évalué. Et là, il y a 3 hypothèses. Soit il est placé complètement à l'isolement, soit il est placé en quartier pour détenus radicalisés ou violents. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une détention étanche avec des cellules individuelles et une prise en charge particulière. Soit on considère que son niveau de dangerosité est relativement faible. Et dans ce cas-là, il est placé en détention ordinaire avec un suivi particulier. Mais est-ce qu'il faut s'inspirer de l'exemple britannique qui développe un certain nombre de quartiers de cette nature, c'est-à-dire des quartiers spécifiques qui sont totalement isolés du reste? Parce que ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que ces détenus les plus dangereux, la catégorie les plus dangereux, vous venez d'évoquer, est-ce qu'ils sont aujourd'hui isolés, maintenus à l'écart des autres détenus? Mais complètement, monsieur Ney. Les détenus qui sont en quartier d'isolement, ils sont complètement à l'écart. Et est-ce qu'il en faut davantage? Est-ce qu'il faut davantage de quartiers de cette nature? Et c'est précisément un des éléments qui a constitué l'une des phases du dialogue avec les organisations syndicales, en tout cas au début du processus de dialogue et même encore maintenant, c'est précisément l'idée d'accroître ces quartiers-là. Nous allons accroître les places à l'isolement, monter jusqu'à 120, car on pense que c'est à peu près suffisant. 120 contre combien aujourd'hui? Actuellement, nous en avons 70. Donc vous allez un peu moins de doubler le nombre de places. Ouais, d'isolement. Et nous allons également considérablement accentuer les places en quartier pour détenus violents. Dans 78 établissements, nous ouvrirons des quartiers entre 10 et 20 places où nous placerons là les détenus violents, c'est-à-dire soit des détenus de droit commun particulièrement violents, soit des détenus radicalisés ou en voie de radicalisation. Et ça nous permettra de prendre en charge une population d'à peu près 1500 personnes. Ça, ce sera effectif quand? C'est assez rapide. On peut le faire assez rapidement puisqu'il ne s'agit pas de construire des bâtiments nouveaux, mais d'isoler vraiment des ailes de bâtiments qui existent déjà. Je dis ça parce qu'il y a sur le calendrier l'urgence de ces constructions. Absolument. Il y a une détresse et une peur des gardiens. On entend des témoignages. Moi, je vous propose d'écouter ensemble l'un des témoignages de l'un de ces gardiens de la maison d'arrêt de Gradignan. Oui. Témoignage recueilli par TF1 dimanche. Et il exprime ce qu'il ressent au quotidien et ce qu'il a vécu. Écoutez-le. Il avait pris une lame de rasoir et qu'il avait soudé sur un morceau de plastique, tout ça, qui m'a planté dans le dos lorsque j'étais en train d'intervenir sur lui. Et il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des comptes rendus d'incidents qui ont été faits, mais la personne détenue a été mise en liberté. Voilà, j'ai pris un coup de couteau. Voilà, vous entendez ce témoignage. C'est pas un cas isolé, on en a beaucoup comme ça. Comment on peut le comprendre et l'admettre? Je suis allée à Vendin-le-Vieil, j'ai rencontré les personnes qui ont été agressées et ce sont des tentatives d'assassinat. Je suis allée à Borgo, j'ai vu la même chose. Je sais que les surveillants qui ont été blessés sont blessés physiquement et extrêmement choqués psychologiquement. Et donc, c'est inacceptable. Donc, il faut vraiment que nous prenions les mesures nécessaires. Parmi ces mesures-là, celles que j'exposais à l'instant, c'était réellement des quartiers étanches du reste de la détention et également, parce que cela est tout à fait important, des équipements qui empêchent les coups de couteau et qui permettent également aux surveillants de pouvoir se défendre de manière plus efficace. Et donc, nous avons toute une liste d'équipements dans ce cadre-là. Alors, on va venir aux visites que vous avez rendues dans certaines prisons et à la gestion politique de ce dossier. Mais avant, une question d'actualité, puisque demain s'ouvre à Paris le procès de Jawad Ben Daoud, le logeur de plusieurs des terroristes du 13 novembre à Paris, des tireurs des terrasses. Et le syndicat UFAP-UNSA dit ce soir qu'il compte s'opposer à l'extraction du terroriste, c'est-à-dire à la sortie de sa prison de Fresnes pour se rendre au tribunal correctionnel de Paris, donc empêcher qu'il puisse assister à son procès demain. D'abord, comment est-ce que vous réagissez à cette annonce et qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il puisse tout simplement être jugé? Alors écoutez, ça ne me semble pas acceptable. Je le dis ici clairement. Je rappelle que les personnels pénitentiaires sont des personnels qui ont un statut spécial, précisément parce qu'ils sont en charge de la gestion et de la surveillance des détenus, que c'est une mission qui ne peut pas connaître d'interruption, a fortiori, bien entendu, la question des extractions qui est tout à fait cruciale pour les jugements qui y sont liés. Donc cette position n'est absolument pas acceptable. Je rappelle par ailleurs que à ce procès, ce n'est pas le cas de ce détenu seulement qui est en cause, mais aussi l'ensemble des victimes civiles du procès qui seront présentes. Il y en a plus de 450 et qui attendent ce procès avec impatience. Donc je pense que ce n'est absolument pas acceptable. Est-ce que ça signifie que les forces de l'ordre continueront à intervenir à tout moment lorsqu'il le faudra et que la fermeté sera utilisée?
Mais vous savez, pour ce type d'extraction, en principe d'ailleurs, c'est plutôt la police qui les réalise. Et en toute hypothèse, bien entendu, dans la mesure où cela est nécessaire, pour permettre le bon déroulement du service public, nous ferons appel évidemment aux forces de l'ordre. Vous ne craignez pas une forme d'escalade? On a vu des scènes déjà assez virulentes aux entrées des prisons. Si vous voulez, moi je pense aussi au personnel de l'administration pénitentiaire qui exerce leur métier actuellement dans ces conditions de grève. Je voudrais d'ailleurs ici les en remercier et je vous redis ce que je dis à l'instant. Nous sommes sur des personnels qui ont des statuts spéciaux au regard de la singularité de leur mission. Pas question là-dessus d'assouplir votre position. Mais on n'assouplit pas le fonctionnement du service public quand c'est un service public qui est lié à la sécurité. Je crois que ça n'est pas possible. Vous l'avez dit vous-même il y a un instant, vous vous êtes rendu dans 2 de ces prisons. Dans plus que 2 de ces prisons. Là, depuis quelques jours, depuis que le mouvement a été déclenché. Notamment, et on voit les images, là, à celle de la prison de Borgo. C'était vendredi, voilà, ce sont les images, votre visite dans la prison de Borgo, où vous avez eu un accueil musclé, sifflé, vilipendé par les gardiens présents. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment et comment vous expliquez cet accueil ? Non, nous sommes au soir même d'une agression, qui est une tentative d'assassinat contre 2 des personnels de ce centre pénitentiaire, qui jusqu'alors étaient plutôt calmes. Je suis allée voir, je vous l'ai dit, ces 2 personnes à l'hôpital. Ils sont blessés très sérieusement, y compris avec plusieurs opérations pour l'un d'entre eux. Donc moi, je comprends l'émotion des personnels. Si vous voulez, par rapport à ce qui est dit là au travers de ces signes extérieurs, je les perçois comme la traduction d'une émotion et d'une colère que je peux comprendre. Ça, c'est un point. C'est autre chose qu'au cours des négociations dans lesquelles nous sommes engagés depuis maintenant une dizaine de jours, il y ait des évolutions qui ne sont pas stabilisées de la part des organisations syndicales, ce qui rend assez difficile la négociation. Un double discours, vous voulez dire? Je ne me permettrai pas de dire cela. Je dis que c'est extrêmement compliqué de travailler avec des organisations syndicales qui n'ont pas, depuis le départ, une plateforme commune, qui ensuite changent de demande. Donc les choses sont un peu compliquées. Cela ne m'empêche pas de les respecter et de faire les propositions dont on a parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui pourrait, ce soir, débloquer la situation? Vous nous dites ici, nos propositions, elles sont sur la table, il n'y en aura pas d'autres. Et il n'y en aura pas d'autres. Elles sont très sérieuses. Les syndicats ont l'air très déterminés. Qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation? Je vous l'ai dit, moi, ma porte reste absolument ouverte pour reprendre, réexpliciter si cela est nécessaire un certain nombre visiblement, de plus. Manifestement, ce qu'on entend d'eux, c'est qu'ils veulent davantage. Ma porte reste ouverte et je maintiendrai cette ouverture-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Et par ailleurs, si les choses n'évoluent pas, il y a dans l'ensemble des dispositions que j'ai présentées aux organisations syndicales des éléments très concrets que les personnels attendent. Je le sais car ils me l'ont dit. Je parle encore une fois d'équipement, je parle de conditions d'accueil, de logement pour les personnels qui sont dans la banlieue parisienne et qui doivent faire face à des conditions de vie très chères. Bref, il y a un certain nombre de points très positifs que les personnels attendent. Je les mettrai en œuvre en toute hypothèse. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-estimation, au début en tout cas, du mouvement politique, de l'intensité de ce qui était en train de se passer? On a beaucoup dit, par exemple, pourquoi est-ce que la garde des Sceaux a mis 4 jours à se rendre à la prison de Vendin-le-Vieil après l'agression? C'est ce qu'on entend en permanence dans les revendications des uns et des autres. Non, ça, c'est pas une revendication. En tout cas, dans les plaintes et dans ce qui vous est reproché par vos interlocuteurs. Dès lors que l'attentat de Vendin-le-Vieil a eu lieu, j'ai appelé immédiatement les personnels qui étaient blessés. Immédiatement. Je les ai tous eus au téléphone. J'ai immédiatement déclenché une mission d'inspection pour savoir exactement ce qui s'était passé. Dès que j'ai eu les résultats de la mission d'inspection, je me suis rendue sur place, après avoir pris d'ailleurs un certain nombre de décisions concernant le personnel de l'établissement. Donc j'ai fait les choses que je devais faire au moment où je devais les faire. Je suis restée plus de 5 heures dans l'établissement à discuter avec les organisations syndicales. Et d'ailleurs, je suis sortie de cet établissement de Vendin-le-Vieil avec 10 propositions pour l'établissement qui, je crois, ont joué un rôle pour l'établissement lui-même. Donc, si vous voulez, c'est une observation que j'entends assez mal, même si je l'accepte, je l'entends. Il y a un mauvais procès qui vous est fait, d'après vous?
Bon, peu importe. Et qui est fait aussi par la classe politique. Je lisais une déclaration du député socialiste Luc Carvounas tout à l'heure, qui parle de vous, et qui dit que vous êtes techno, qui parle même de désinvolture dans votre gestion. Écoutez, je n'ai pas le sentiment. Le mot désinvolture, je crois qu'il n'est pas juste. Je travaille beaucoup et avec bonheur. Et quand je reçois les personnels, ce qui m'arrive très fréquemment, dans les établissements où je me rends, j'y passe plusieurs heures. Et je crois pouvoir dire que je les écoute et que je les entends. Vous vous sentez soutenu aujourd'hui par le gouvernement et par le Premier ministre, qui est intervenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendu sur ce dossier depuis le début. Mais la question ne se pose pas. Le Premier ministre, je dialogue avec lui extrêmement fréquemment, et c'est un dossier que nous gérons de manière vraiment sérieuse et depuis le début. Mais je voudrais juste vous dire une chose, la situation de l'administration pénitentiaire aujourd'hui et des prisons, elle ne date pas d'il y a 6 mois. Elle date de plusieurs décennies précédentes. Il y avait une forme d'inaction parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, nous agissons.